Bonjour Denis, Bonjour. bienvenue à cette petite entrevue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir dans nos entrevues qu'on fait depuis un certain temps à l'école. Et puis, donc, je voulais en profiter que vous êtes là pour faire un peu un tour de ce qu'est Nouvelle Acropole en tant qu'école de philosophie. Euh, donc, ça fait quand même quelques années que vous êtes là et puis vous avez implanté l'école à Montréal et ben, participer à son développement. Et puis, en fait, pourquoi Nouvelle Acropole et pourquoi une école de philosophie? Et pourquoi une école de philosophie à la manière classique aujourd'hui dans le monde? Oui, la question, c'est qu'est-ce que c'est que Nouvelle Acropole finalement? Exactement. Alors à cette question-là, je vais apporter une réponse qui peut peut-être être surprenante. Nouvelle Acropole, c'est vous. Et si quelqu'un d'autre me posait la question, je lui dirais exactement la même chose. Nouvelle Acropole, c'est vous. OK. C'est une façon de pouvoir expliquer quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, pour ne pas non plus se laisser un peu perdre dans le titre, le mot. Acropole, Acropolis, ça fait partie de la Grèce ancienne. On pourrait donc se mettre à penser que c'est quelque chose d'un peu vieux, qui se rapporte aux Grecs. Non, non, non. Nouvelle Acropole, c'est vous. Nouvelle Acropole, c'est moi. C'est-à-dire, c'est une idée selon laquelle, à l'intérieur de chaque individu, il existe un autre nous-mêmes plus humaniste. Un autre nous-mêmes qui est plus capable de se relier avec la nature, qui est plus capable de se relier avec le cœur des autres, qui est plus capable de se relier à une certaine destinée, une certaine vision de pourquoi je suis là. Parce que, soyons philosophes, je suis là, vous êtes là, et je crois qu'on n'est pas les seuls. Nous avons aussi d'autres qui sont là. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Sur cette base-là, il faut que l'on parte, puisque nous sommes nous-mêmes ce que nous pouvons devenir. Autrement dit, ça veut dire nous le choisissons. Mhm. Acropole, ça veut dire tout ce qui, à l'intérieur de nous, est beau, bon, juste. À chaque fois qu'on a un sentiment élevé pour aider un animal, pour aider un être humain, pour solutionner un problème auquel on assiste et que nous pouvons, nous pensons, apporter une certaine aide. À chaque fois que nous avons ce cœur qui parle, nous sommes Acropole. C'est pour ça que je pense à un certain slogan dont on ne dira pas le nom ici, mais je suis cela. Lorsqu'il y a Mhm. telle réaction qui fait qu'il faut absolument bouger, ça devient C'est papier. insoutenable, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser faire, il faut qu'on apporte du bien, il faut qu'on apporte toutes ces valeurs finalement, parce que les gens réagissent par rapport à ça. Alors ils disent, je suis cela. Eh ben c'est pareil. Si Acropole, ça veut dire tout ce qui a de meilleur en l'humain, pour un monde nouveau et meilleur, pour des relations bien meilleures avec tout ce qui nous entoure, alors oui, je suis l'Acropole. Nouvelle, pourquoi? Mhm. Parce qu'on n'est jamais arrivé, parce que c'est une évolution. Parce que si un jour je suis arrivé à un certain état où je me suis dans un contentement de moi-même, ça ne veut pas dire que je suis arrivé au meilleur de moi-même. Ça veut dire que c'est un étage. Et plus tard, il faudra que quelque chose vienne s'ajouter à cet étage, mais toujours avec les mêmes valeurs, c'est-à-dire nouvelles. Cette nouvelle valeur, la valeur est la même intérieurement, c'est la même. Il n'y a pas 10 000 définitions de l'amour. Par contre, il y a des étages pour pouvoir le percevoir et le vivre. C'est ça, Nouvelle Acropole. Mhm. Donc, vous avez parlé de ce chemin philosophique Oui. où donc, on n'est pas arrivé au sommet de l'acropole de ce qui est plus élevé en nous, de ce qui est plus haut. Vous avez parlé de sentiments élevés, de tout ce qui nous habite, tous en tant qu'être humain, ce qui est le plus beau, ce qui est le plus noble. Donc, on ne l'a pas, on est en marche vers cette. Si, on l'a. C'est On l'a, mais dans le actualisé. sens que c'est un potentiel. Ça, c'est Mhm. vraiment important pour nous, même en tant qu'école de philosophie, parce qu'après, on peut se dire, alors il y a une démarche pour tout cela. Oui, il y a une démarche. Et cette démarche, est-ce qu'elle est scientifique? Oui, elle est scientifique, mais elle n'est pas que scientifique, parce qu'elle est aussi psychologique. Alors, elle est science, elle est psychologie. Est-ce qu'elle est aussi une sensibilité, une perception vis-à-vis de la nature? Oui, et donc elle est aussi écologique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça philosophie. Mhm. C'est-à-dire, on met dans le terme sagesse une idée, une lumière, mais qui se différencie et qui s'exprime
comme un morceau de musique, dans de multiples variantes, multiples possibilités. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important. Nous l'avons. Nous partageons de ce point de vue-là une idée socratique, on peut dire, ou platonicienne, pour prendre l'exemple d'une culture comme celle de la Grèce, mais il y en a bien d'autres. C'est-à-dire l'individu il a déjà tout ce qu'il faut. C'est pas, ah, je suis un barbare, mais vous comprenez, c'est normal. Je suis un barbare, c'est parce que je n'ai pas les qualités qui me permettent que je ne le sois pas. Je suis un voleur, mais c'est parce que je n'ai pas les qualités qui me permettent de ne pas l'être. Alors dès que je vois quelque chose à voler qui me plaît, je le prends. Vous comprenez? C'est ça. Non, nous avons tous cela. Cela est en nous. C'est un être potentiel et c'est pour ça qu'on l'appelle esprit. Mhm. Parce que parfois les gens disent l'esprit, mais c'est vaporeux et autres. Ah ben si c'est vaporeux pour vous, ça peut vouloir dire que justement c'est vaporeux. Mais ce n'est pas parce que c'est vaporeux pour moi que cela l'est pour tous. Il y a des valeurs pour certaines personnes qui sont vraiment très importantes, qui sont des guides dans leur existence et qui vont faire qu'ils vont choisir telle réponse plutôt qu'à telle autre, comme par exemple l'altruisme, Mhm. plutôt que de me satisfaire moi et de laisser le problème chez autrui, parce que j'en ai pas envie, je pense à moi d'abord. Bon, mais il y a une priorité. Cette priorité-là, elle dénote bien de quelle est l'implantation des valeurs fondamentales que tout le monde crie. Tout le monde veut l'amour, tout le monde veut l'intelligence, tout le monde veut le respect. Avec la nature, avec tout cela, ça prouve bien que tout le monde l'a à l'intérieur. Mais, cloud, dans les Dans les nuages, nuages. il faut qu'il pleuve là. Et à un moment donné, il faut que des nuages pleuvent, une réalité vitale qui fasse que, bon, ben, on devient un peu plus humain. Mhm. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ces valeurs, comme vous dites, elles sont là, elles sont dans, bon, appelons-les le cloud, dans le nuage, mais les principes sont là. On les voit écrits à l'ONU, dans les chartes, les plus nobles chartes auxquelles on peut se relier comme être humain, Oui. mais elles ne sont pas nécessairement toujours vécues ou appliquées. C'est ce qu'on constate bien souvent. Personne n'est pour la fin dans le monde, personne n'est pour la guerre, mais il y a la guerre, il y a la faim, il y a des difficultés, il y a des crises, il y a des périodes Oui. où on pourrait dire non, on peut faire quelque chose, on pourrait changer quelque chose. D'où l'idée de choix, là, vous avez parlé de choix, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant. Est-ce qu'on Oui. on va prendre dans le cloud ce qu'on veut, ce qu'on veut mettre Oui, appliquer? oui, mais si j'ai dit choix, je l'ai dit trop rapidement, parce que Mhm. ce n'est pas vraiment un choix dans ce qu'on est en train de parler. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est potentiel et quelque chose qui est actuel, je ne peux pas choisir entre l'actuel et le potentiel. Si c'est potentiel, c'est potentiel. Ce n'est pas Mhm. saisissable. Ce n'est pas quelque chose qui est là. Je ne peux choisir qu'entre deux choses qui sont là. À ce moment-là, je pourrais dire, ben, il y a la valeur A et la valeur B. Bon, je vais choisir la valeur A. Et là, il y a comme une forme de contradiction qui est importante, sauf si on considère que comme valeur, ben, ma valeur gustative. Moi, Mhm. ma valeur gustative, c'est si jamais je vais au restaurant et qu'il y a le plat A que j'aime bien, et qu'il y a le plat B que j'aime encore mieux, à ce moment-là, je peux faire un choix. Et peut-être qu'il y a un plat que j'aime pas tant que ça, mais à côté de ça, il y en a un que j'aime pas du tout, donc je vais faire un choix. On ne choisit pas les valeurs comme on choisit un produit à l'intérieur d'un marchand, à Mhm. l'intérieur d'une grande surface. Ça, c'est une grave erreur. Ce qu'on doit choisir, qui n'est pas un choix, si c'est un choix à ce moment-là, c'est de se décider. Je dois me décider, est-ce que je veux rester comme je suis, ou est-ce Mhm. que je pense que ce que je suis n'est qu'une étape et que je peux devenir meilleur. Mhm. Comment je vais m'en rendre compte? Ben parce que le miroir du monde va me renvoyer, à moins que je sois comme Narcisse, c'est-à-dire que ben, la satisfaction, c'est rien de ce qui m'entoure ne va me satisfaire, sauf moi-même. Je me regarde dans le miroir, oh, magnifique. Je vois un autre miroir ici, oh mon Dieu, comment c'est possible? Comment est-il possible de faire quelque chose de mieux que cela? Je suis arrivé, et le monde qui est autour de moi ne sera là que pour apprécier ma beauté, ma bonté, ma magnificence. Et voilà, et si jamais quelqu'un me touche, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est? Je vais réagir mal, Mhm. avec une frustration. Non, non, le point est une évolution. Les choses sont
évolutive, tout évolue. Mhm. Il faut que l'être humain aussi évolue. L'être humain n'est pas d'arrivée. La meilleure preuve, ou en tout cas, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il peut mieux faire. Mhm. L'être humain peut mieux faire, individuellement et collectivement. D'où ce qui nous amène un peu à la formation philosophique, entre autres à Nouvelle Acropole, école de philosophie. Pourquoi école de philosophie? Pourquoi faire école? Bon, on en a parlé un peu, on a touché un peu le thème, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur pourquoi une école de philosophie? Et pourquoi l'application philosophique, comme nous on l'entend, ou qu'est-ce que c'est plutôt? Bon. Le terme école, il faut d'une certaine façon le prendre de nos jours quelque part comme une allégorie. Parce que sinon, ça veut dire que nous ferions école, et si on fait école, on est dans le système qui est le système de l'éducation nationale, etc., 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 ce qui n'est pas le cas. Nous sommes autonomes, nous sommes indépendants. Et ça, pour nous, c'est très important. Nous cherchons l'indépendance, mais avec le sens de la collectivité. L'indépendance, mais avec le sens de l'autre. Et l'indépendance avec l'altérité. À côté de ça, on veut être autonome. Être autonome. Voilà. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'a aucune force extérieure qui viendrait nous commander en nous disant « Ah, bah là, pour les cours de philosophie, il faut mettre un masque. Ah, pour le cours d'éthique en philosophie, ah, il faut mettre des bouchons dans les oreilles. » Etc., etc. C'est-à-dire des obligations extérieures qui feraient qu'on ne serait pas libre de développer l'école. Donc maintenant, il faut parler un petit peu de l'école. Quand on parle d'école, on parle déjà à la base que tout s'apprend. Tout s'apprend. Et qu'il n'y a rien dans l'existence que nous n'ayons appris. Alors, des fois bien, des fois mal, des fois so-so, mais tout. Si jamais je veux faire de la cuisine pour inviter mes amis, bon, alors, sauf si je le sais déjà, mais si je ne le sais pas déjà, il va falloir que j'apprenne la recette. Et puis, il va falloir que je me renseigne. Puis, il va falloir que j'y réfléchisse. Est-ce qu'il est mieux que j'achète mes ingrédients ici ou là? C'est-à-dire, conduire une voiture, mais il a fallu que j'apprenne. Un vélo, il a fallu que j'apprenne. Tout s'apprend. Donc, cette idée d'école, c'est l'idée que, bon, ben, on est tous des apprentis dans la vie. Et cet état d'apprentissage est comme une échelle. Alors, on peut, comme dans les arts martiaux, mettons, alors, supposons qu'on soit déjà bien avancé dans l'échelle, alors on est premier dan. C'est pas fini, après il y en a un deuxième. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi arriver au deuxième? Parce que je le décide moi-même? Non, maintenant je suis prêt d'aller dans le deuxième? Non. Non, il faut que je me forme. Il faut que je pratique. Voilà. Et une fois que j'ai pratiqué, il faut que je passe l'examen pour être sûr que, bon, ben, je ne me trompe pas. Parce que c'est bien important qu'il ne faut pas se tromper quand on est en train de réfléchir à ce que l'on sait pour être sûr de ce que l'on ne sait pas. Ce qui nous permet d'ouvrir des portes pour aller plus loin. Voilà le sens de l'école. Ce n'est pas quelque chose de scolaire, c'est quelque chose de vivant comme la nature. Si la nature évolue, elle apprend. Il y a un apprentissage. Le monde animal est pareil. On le voit très bien pour ceux qui ont des animaux domestiques. On voit très bien que notre animal domestique, c'est-à-dire l'animal qui vit dans la domus, qui vit dans la maison, apprend. Non, ça fait tout le sens de la comparaison avec, par exemple, une école d'arts martiaux où on n'est jamais rendu, même à la fin, les grands maîtres d'arts martiaux, ils ont toujours à apprendre, ensuite ils vont transmettre. Donc, il y a un peu cette idée-là aussi de transmission dans une école de philosophie où on apprend de quelqu'un, on n'apprend pas seulement de livres, à étudier des textes, donc il y a une espèce de chaîne de transmission, ce qui est logique dans une école. Donc comment y arriver, comment arriver à apprendre si on n'a pas de référence. C'est un peu cette idée d'école où les gens ont mis en pratique et des gens nous transmettent et peuvent nous dire, ben, c'est ça, c'est ça. Bien sûr. Mais aussi, le fait c'est que l'on apprend de tous. C'est que chacun apprend de chacun. Sinon, ça serait comme une situation dans laquelle, ben, là-bas, il y en a des gens qui savent, et il y a des gens qui ignorent. Alors, ceux qui ignorent doivent nécessairement se relier à ceux qui savent, et comme ceux qui ignorent ne peuvent rien dire puisqu'ils ignorent. Donc, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est d'écouter. Et à ce moment-là, ils sont en train de recevoir quelque chose qui est du pré-mâché et qui fait une structure qui est une structure dont la hiérarchie est absolument détestable.
C'est pas ça, c'est que chacun apprend de chacun. Pourquoi? Parce que l'autre est un miroir. Non pas pour me pointer du doigt, mais parce que simplement la façon d'être, la façon de vivre, la façon de réagir, la façon d'être dans l'existence est un enseignement pour nous-mêmes. C'est l'environnement qui nous envoie quelque chose. Si moi, par exemple, j'ai reçu un petit courriel d'un ami il n'y a pas longtemps avec une image, peut-être que vous l'avez vu aussi, parce que je crois que ça a été un petit peu diffusé, OK. où c'est un camion avec un grand, comment dit-on, pas une camionnette, pas à l'arrière, un trailer, Remorque. une remorque qui était remplie de détritus. L'autre roule tranquillement, regarde dans les rétroviseurs s'il n'y a rien, il s'arrête et il déverse tout Ah oui, j'ai vu ça. sur le trottoir, enfin le trottoir, sur le En chemin. campagne, ouais. Et vite, il s'en va. Bon, mais je pense qu'il devait être content de lui. Il a dit bonne opération. J'ai fait une bonne opération, ça y est, je suis là, etc. Voilà. L'environnement enseigne. Donc ben là, déjà, si ça fait un petit peu fureur sur le net, ben, si la personne le voit, oups, j'ai été pris en flagrant délit. J'espère que ma plaque d'immatriculation n'est pas sur la photo. Mais là, il a un feedback. Nous progressons par feedback aussi. On a besoin de savoir. Donc, c'est les uns apprennent des autres. Ceci étant dit, si on part de cette idée-là, il faut aussi se dire que, bon, mais il y a peut-être une limite, parce que nous sommes jeunes. On a 70 ans, 80, 30, 40. À l'échelle de l'histoire, ça fait toujours des petites périodes. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une expérience de longue durée? Est-ce qu'il y a une possibilité dans cette perspective, dans ces intentions qui sont les nôtres et qui ne sont pas extraordinaires, qui sont tout à fait humaines? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un patrimoine d'expériences qui ont été vécues profondément, qui ont été transmises, qui ont produit des résultats? Donc, est-ce que j'ai simplement comme référence les gens qui sont autour de moi, ce qui est déjà pas mal, avec l'expérience que je peux vivre, ou est-ce qu'il y a une histoire qui serait une histoire philosophique, une histoire humaniste, une histoire qui nous parle de ces questions-là? Et oui, il y a. Donc c'est de là où on peut avoir des références qui sont intéressantes. Et on a ces références-là à l'intérieur de notre programme. Oui, tout à fait. Ça me fait penser, ça touche un peu l'idée de la culture, là, comme on a comme deuxième ici dans notre logo. L'idée de culture, mais qui touche cette étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident avec qui va dans le temps, mais dans toutes les racines d'Orient comme d'Occident. Il y a cette idée de aller chercher quelque chose, aller chercher ce qui est riche dans dans différentes cultures et essayer de s'intéresser, mais pourquoi et comment l'appliquer aujourd'hui, ou plutôt comment revivre, pas revivre, mais je dirais plutôt comment extraire l'élément essentiel ou les données essentielles pour revivre ce que pu être les enseignements de sagesse ou les enseignements de culture qui ont fait culture et civilisation. Comment vous décririez la culture dans ce sens-là? Est-ce que peut-être je le prends à la question? Non, je vois bien. Je prendrais peut-être non pas un exemple, mais des faits. Enfin, des faits FAITS, là, c'est-à-dire des choses concrètes auxquelles nous pouvons tous assister, participer ou sur lesquelles réfléchir, le constater. On a tellement de moyens de communication. Évidemment, il y a le côté qui est le côté de la dissolution, le côté de la noyade. On peut se perdre dans de multiples choses. Et bon, une chose, c'est déjà que peut-être c'est trop. Autre chose, ça peut être également le fait que dans ce multiple, il n'y a pas forcément toujours des choses qui sont intéressantes ou qui sont positives ou qui sont bonnes. Donc, il y a aussi cet élément-là. Rappelez-moi la question, parce que je crois que j'ai perdu mon fil. En lien avec la culture, comment... Oui, d'accord, c'est ça. Donc, les faits que je voulais faire voir, c'est que l'être humain est plein de bonnes intentions. Nous ne croyons pas qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Ça, c'est une stratégie qui est développée d'une façon trop forte dans certains moments de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble véritablement en ébullition.
alors on crée des scissions énormes. C'est un dualisme terrible dans lequel il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, il y a ceux qui sont gentils, il y a ceux qui sont méchants, etc., etc. Donc on crée des séparations, on crée des conflits, et puis ça bloque la possibilité de pouvoir un petit peu réfléchir. Mais il y a plein de bonnes intentions. Alors les gens réfléchissent, ou plutôt disons-le ainsi, raisonnent, puis trouvent, voilà, on a un problème qui est grave, on va le résoudre, mais on le résout de l'extérieur. Alors le résolvant de l'extérieur, parce qu'on a d'un coup un certain nombre de personnes qui représentent une certaine masse suffisante pour que leurs intentions puissent effectivement se manifester, alors on peint, on change la couleur, on nettoie, on fait tout ce qu'il faut, et puis apparemment ça fonctionne. Et c'est vrai que ça fonctionne. La seule chose, c'est que ça ne dure pas. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que ceux qui suivent après ne sont pas les mêmes et n'ont pas nécessairement cette intention-là. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas touché, c'est le cœur. C'est la source à partir de laquelle il peut y avoir un comportement qui se tienne. Pourquoi? Parce que je suis devenu ce comportement est devenu moi. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu? Par lumière, par compréhension. C'est pour ça que dans les grandes philosophies spirituelles, l'objectif le plus important, c'est le réveil du cœur. Pas du sentimentalisme, là, du cœur. C'est-à-dire d'une compréhension qui implique les chairs, qui implique la sensorialité, qui implique la réflexion, parce qu'il faut que nous changions. Si nous ne changeons pas, ah oui, on va changer l'extérieur, je vais mettre une autre chemise, on va changer ici la couleur, si on ne veut pas qu'elle soit trop verte, on va mettre ceci, cela. Ça va fonctionner, mais ce n'est pas durable. Là, aujourd'hui, ce que nous donnent les grands organismes internationaux, tous les grands organismes internationaux nous disent il faut le développement durable. Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre par développement? Quel est le contenu de développement? Et surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est durable. Pour que ça dure, il faut que la génération qui suive puisse être dans le même élan, et ainsi de suite. Il faut donc que ce soit une éducation, une culture, et pas une culture de surface, qui est importante, mais qui n'est pas suffisante. Le fait d'avoir comment dit-on, la distraction, c'est bien, parce que la distraction, ça me distrait. Ça peut me permettre de penser à autre chose. Ça peut aussi éveiller en moi quelques sentiments ou éléments intéressants. Mais ce n'est pas suffisant pour faire une civilisation. Une civilisation ne peut pas se nourrir d'une culture du spaghetti. Il y a besoin de quelque chose de plus. Il y a besoin nécessairement de quelque chose de plus. Et le peuple le sait, puisque lorsqu'il arrive un problème dans l'actualité, ils sont les premiers à réagir avec vraiment, ils sont choqués. Ils sont choqués de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ils font, à l'arrière de ça, il y a ces valeurs à l'intérieur qui, d'un coup, tilt, apparaissent. Et puis après, bouf, ça descend. Pourquoi? Faut reconnaître aussi qu'on est assez submergé par la petite vie. Alors, la petite vie, c'est bien dans son cadre, mais la petite vie, ça ne marche pas pour la grande vie. Dans la grande vie, il faut la grande vie. Et la grande vie, ça veut dire que ce sont des visions qui réhabilitent l'être humain en tant qu'être. C'est-à-dire révalorise l'être humain en tant qu'être et pas en tant que ce qu'il possède. Voilà. C'est-à-dire véritablement cette dimension, cette identité qu'il peut avoir à l'intérieur. Et c'est ça le point essentiel. Voilà ce qu'on fait ça à l'Acropole. On n'est pas en train de déverser une connaissance que les gens peuvent trouver sur l'Internet. Ça n'a rien. Aujourd'hui, tout le monde peut trouver tout ce qu'il veut sur l'Internet. Depuis le fumier jusqu'à l'or. On a tout ce qu'il faut là. Il y en a pour tout le monde. Ce qu'il faut chercher, surtout, c'est de réhabiliter il faut promouvoir une régénération spirituelle de l'humain. Une régénération profonde de l'être humain. C'est-à-dire lui dire, mais absolument, vous n'êtes pas qu'une articulation d'un foie, d'un pancréas, de 2 reins, de poumons, etc. On est plus que cela. On est plus que ce véhicule qui est celui qui nous permet d'être, d'exister, de vivre et de faire les expériences. Et nous, on appelle ça la culture. Alors, une culture en se disant, on n'est pas la crème de la crème. Quand on regarde l'histoire, on voit qu'avant, il y a eu des réalisations extraordinaires. Hier, c'était l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bon.
Pour les gens qui connaissent Notre-Dame de Paris, pour y être allés, ou tout simplement pour avoir vu des émissions, ou pour des films, ou etc., bon, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose de commun. C'est absolument incroyable la réaction que les gens ont pu avoir au moment de l'incendie, il y a 2 ans. C'est 2 ans, n'est-ce pas? Hein? Oui, il y a 2 ans, c'est pas un an, le temps passe vite. Ouais, Surtout avec la pandémie, on ne sait plus où ouais, est-ce c'est que ça, nous en on s'en sommes au niveau parlait. du C'est temps et de 2 ans, ouais. l'espace. 2 ans. La réaction dans le monde entier, il y a quelque chose là qui nous parle d'une longue durée, qui nous dit que cette cathédrale que certains ont pensé quand même, il faut qu'on la rase pour faire un parking. Bon, mais d'accord, mais très bien. Alors, il faut qu'on y réfléchisse à 2 fois. Hein. Mais enfin, il y a des gens qui ont une réaction et c'est pas simplement que des pierres. Et ça veut surtout dire qu'à une certaine époque, eh bien, quelque chose s'est produit et c'est encore vivant. Voilà. Donc, il faut une culture spirituelle. Ça me fait penser à quelques années, on avait un article dans la revue qui était sur. La revue s'appelait Réenchanter le monde. Oui. Donc, ça touche le point que je voulais amener au niveau de ramener, ou plutôt revaloriser ou reconnecter peut-être, ou connecter si on n'a pas été connecté avec ce qu'on appelle la mythologie, parce qu'on je veux poser la question sur les mythes et la sagesse des mythes. On a une série là, sur la sagesse des mythes qui est en cours. Et puis, on a parlé de durée, d'anciennes civilisations, mais on voit que la transmission se faisait beaucoup par les mythes, légendes, ou dans son sens étymologique, mythe de mythos, qui vient de parole de vérité ou quelque chose comme ça. Donc, pourquoi c'est encore actuel et pourquoi ça serait important de s'y relier différemment? Parce que je pense que ça touche tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant avec ce qui est spirituel, se reconnecter avec ce qui est spirituel, mais aussi un vécu, c'est-à-dire de vouloir être meilleur. Donc, les mythes nous parlent de ça, de ce chemin d'évolution de la conscience à travers souvent des épreuves. Donc, pourquoi s'y relier finalement? J'ai une réponse alors qui est tout à fait aisée, parce que c'est intelligent. Il faut s'y relier parce que c'est intelligent de le faire. Il faut s'y relier parce que c'est utile de le faire. Autrement dit, il faut sortir de cette idée du mythe comme étant, justement, si c'est un mythe, avec ce que vous avez évoqué comme étant une parole de vérité, qui ne veut pas dire que c'est une parole qui dit la vérité, c'est une parole de vérité. Et ça qui est intéressant. Je vous donne un exemple d'un mythe. Hein. Mieux vaut l'amour que la haine. C'est une parole de vérité, mais ce n'est pas une parole qui dit la vérité. Parce que pour dire la vérité, il faut rentrer dans l'existentiel, dans une situation donnée. Dans une situation donnée, dans ce cas-là, ce n'est pas à l'emporte-pièce. Ce n'est pas je sors le manuel, page 10, je lis, je reconnais que ce sont bien les circonstances qui sont celles que j'apprécie ou que j'interprète de ce que j'ai autour de moi. Voilà, pour aller à la page 12, j'ai la solution. Je vais à la page 12 et je trouve la solution et je l'applique. Alors là, non, là c'est quelque chose qui bloque la vie, qui bloque la plasticité, qui bloque l'élasticité. Alors, il faut qu'il y ait une reconnaissance que chaque action dans l'existence, dans le temps où tu te trouves, dans les circonstances dans lesquelles l'on se trouve, et tous les paramètres qui peuvent exister, est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que rien d'autre la remplace. C'est elle qui est là, ici et maintenant. Celle-là a des descriptions qui peuvent être faites et autres. Mais ce qu'il faut y appliquer, les valeurs qu'il faut y appliquer, elles ne sont pas définies par les circonstances dans lesquelles je me trouve. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elles sont très différentes les unes des autres, mais pas la valeur. Si je dis, dans toute situation difficile, il est bon d'essayer de trouver une solution en appliquant l'intelligence, je ne suis pas en train de dire que l'intelligence de cette situation-là doit sortir d'elle-même pour pouvoir trouver la résolution à son propre problème. On dit simplement, connectons-nous à ce qui est intelligent,
Alors l'intelligence, ça date de quelle époque? Elle appartient à quelle époque? Et l'amour, ça part de quelle époque? C'est intemporel. Voilà. Et quand est-ce qu'on aime plus que d'autres? On va dire que le 19e siècle aimait beaucoup plus que tous les autres siècles, que le 20e siècle est beaucoup plus libre que tout n'importe quel autre siècle. On ne peut pas dire ça. Il faut qu'on sépare d'une part le sens même de ce qu'est la liberté, le sens même de ce qu'est l'amour, le sens même de ce que sont ces grands êtres qui constituent les spiritualités de l'être, et puis qu'on ne les emprisonne pas dans un temps, ni dans un espace, ni dans une circonstance temporelle. On n'a pas là le peuple élu, on n'a pas là la cité élue, on n'a pas là le siècle élu, voilà, etc. Non, non, non. Il y a des données qui sont universelles de ce point de vue, et donc elles doivent pouvoir s'exprimer en faisant très attention de ne jamais être attrapé et prisonnier d'un temps donné. Et c'est ça qu'on appelle un mythe. Le mythe a un temps qui n'est pas le temps chronologique, qui n'est pas celui qui suit le calendrier que nous avons. Autrement dit, c'est un temps qui sert l'universel et qui nous offre par conséquent la possibilité d'avoir un certain contact avec ce qui est profond. Exemple, mythe et sagesse, le cycle de mythe et sagesse, j'imagine que c'est ça, c'est-à-dire il y a une sagesse intemporelle qui va au-delà de la race, sexe, credo, religion, ce qui serait bien utile aujourd'hui de pouvoir se reconnecter un petit peu à cela. Donc il y a une sagesse universelle, et puis elle s'exprime au travers d'un langage qui ne peut pas être la propriété d'une idéologie, qui ne peut pas être la propriété d'une religion. Pour ça, c'est un langage spécifique. C'est trop facile après qu'une idéologie récupère des données qui sont des données éminemment spirituelles au service de ses intérêts privés, de ses intérêts limités. C'est ce qui se passe de nos jours avec la publicité. Alors c'est très intéressant. C'était très distrayant de voir qu'on peut avoir des éléments de publicité pour une bière, par exemple, et qui véhiculent des données qui appartiennent à l'éthique, à la valeur suprême d'un être qui a la compassion envers tout ce qui existe, etc. C'est de l'usurpation quelque part. Alors ça peut être marrant, ça peut être amusant, on peut en rire. Oui, tant que ça n'empêche pas, ça ne repousse pas, ça ne rejette pas toutes ces âmes assoiffées qui justement s'interrogent par rapport à la sagesse. Voilà. Alors moi je trouve que c'est une excellente idée de faire une série sur mythe et sagesse, parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Sinon, il n'y aurait pas tous ces films que nous voyons qui ont pour beaucoup une inspiration qui est issue de la mythologie. Traitée d'une manière peut-être un peu légère, mais quand même. Souvent, oui, c'est ça. Et puis, on voit un regain d'intérêt. Vous parlez des films, mais aussi dans d'autres contextes, dans ce que nous on fait, mais aussi dans d'autres, ce qu'on lit. J'écoutais à la radio l'autre fois un chanteur qui parle, qui raconte des mythes, mais qui l'a monté d'une façon musicale et qui est un succès fou. J'oublie son nom, c'était à Radio-Canada. Mais il y a un regain d'intérêt. Donc, surtout à notre époque où, justement, il y a une espèce de recherche, je dirais, de sens, une quête de sens, où on arrive à un bout d'un modèle qui, en fait, on en arrive à ce qu'on en arrive maintenant, c'est-à-dire on cherche. Qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Où est-ce qu'on s'en va? Et puis, il y a un mythe sur lequel je voulais vous poser quelques questions, qui est celui de la Bhagavad Gita, qui sera l'objet de notre prochaine rencontre d'ailleurs, que vous allez animer ou être invité. Donc, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu des grandes lignes du mythe, parce que ça touche tout ce qu'on a touché, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. En même temps, c'est ce personnage, cette conscience qui doit évoluer, qui se rend compte, en fait, tout le mythe nous parle de l'évolution de l'être humain, de la conscience et même de l'humanité. Bon. Oui, absolument. Parce que une chose que je ferai dès le départ, c'est de dire, parce que Bhagavad Gita, ça se réfère par conséquent à l'Inde, dans le sens large. Oui, c'est un cas particulier. Et à ce moment-là, on pourrait donc penser, ah oui, donc l'Orient. Alors l'Orient, avec la perception que, surtout du point de vue de la spiritualité,
que l'on peut en avoir, ça devient tout de suite quelque chose qui n'est pas vraiment terre à terre, qui n'est pas ancré dans le réel. Alors, bon, c'est des nuages finalement. Quand tout va bien et qu'on s'ennuie un petit peu, on peut commencer à s'intéresser à cette spiritualité orientale, un petit peu de yoga par-ci, respirer un petit peu d'encens par-là, enfin, et puis être un petit peu sur Sur un son nuage. nuage, tout est beau, un petit peu de relaxation par là-dessus, et puis après, hop, on retourne dans la vraie vie. Un peu comme si c'était une petite vacance dont j'ai besoin, j'ai absolument besoin de petites vacances pour continuer dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie réelle, c'est-à-dire la vie quotidienne dans laquelle on a toutes les choses. Mhm. La Bhagavad Gita, en fait, si on oubliait ce nom, et si on oubliait aussi la signification, que peut-être nous pourrions reparler de ça ultérieurement, c'est l'aventure, l'épopée de l'être humain. C'est encore une fois un texte qui nous parle de l'épopée possible de l'être humain. C'est-à-dire le fait qu'on n'est pas simplement né par hasard, parce que moi, je n'ai pas souvenir, en tout cas personnellement, peut-être que c'est une mesure de ma limite, n'est-ce pas, mais je n'ai pas souvenir, avant ma naissance, d'avoir demandé à ceux qui étaient mes futurs parents, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour que j'arrive. Je n'ai pas ça dans le... donc je suis là, quoi. Je suis là. Pratiquement, nous sommes tous là par accident. Voilà, nous sommes nés. Alors, nous sommes nés dans une famille, on a grandi, on a fait tout ce qu'on a. Et puis maintenant, on est vraiment dedans, là. On est dans le bateau. Nous sommes dans le bateau. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce bateau-là? Est-ce qu'il y a une destinée possible en tant qu'être, en tant que ce que je suis? Pas au niveau de la destinée, bon, ben, tu veux pouvoir avoir 2 voitures. Ah ben, si tu veux 2 voitures, travaille pour avoir 2 voitures. C'est possible. Ah, je voudrais aussi avoir une maison à la campagne. Ben, c'est possible. Mais devenir quelqu'un, non pas en vertu de ses possessions, mais en vertu de sa réalité intérieure, de son identité intérieure, oui, il y a des textes qui sont des textes de nature comme des épopées et qui nous racontent avec un langage cinématographique, qui nous racontent un peu qu'est-ce que peut être une démarche qui vise à nous amener nous-mêmes au meilleur de nous-mêmes. C'est ça la Bhagavad Gita. C'est-à-dire que tous les personnages qui sont en fait en lice, qui sont en action à l'intérieur de cette épopée, sont des degrés d'être, ce sont des dimensions de nous-mêmes. C'est éminemment philosophique, exprimé sous une formule, sous un langage qui est un langage qui est celui de l'épopée. Alors l'Arjuna qui est le héros, c'est nous. Et puis les obstacles à Arjuna, c'est nous. Et puis voilà, donc ça nous donne une vision qui est très différente de ce à quoi on est habitué, ou généralement d'ailleurs peut-être on n'y pense même peut-être même pas, qu'est-ce qu'est l'être humain? Qui suis-je? C'est très intéressant, mais aussi qu'est-ce que je suis? Alors ça peut être, bon ben voilà, une articulation d'organes biologiques qui font que je suis ce que je suis et que tout ce qui est conscience, tout ce qui est réflexion consécutive à la conscience mentale et autres, tout ça, c'est le produit des cellules. Disons, il faut qu'on le dise d'une manière quand même assez claire. Je ne crois pas qu'on sera en train de trahir quoi que ce soit en disant que nous n'avons aucune sensibilité avec le transhumanisme du point de vue de la vision de l'être humain. Non pas du point de vue des sciences qui peuvent être mises en œuvre, mais depuis de cette idée de ce qu'est l'être humain, nous ne la partageons pas. Ça ne veut pas dire qu'on la combat, nous ne la partageons pas. Nous partageons une idée selon laquelle l'être humain est constitué d'un corps, est constitué d'une dimension intérieure qui est puissante et qui lui permet sa sensibilité, qui lui permet de percevoir les choses autrement qu'en les touchant, qui a une capacité d'une exaltation intérieure en entendant de la musique, en voyant de l'art, en voyant de la nature, en rencontrant des individus, en partageant quelque chose de bien avec eux. Et on appelle ça d'une manière générale alors l'âme oiseau, on va le dire comme ça, pour éviter qu'il y ait des complications, ou tout simplement le mot âme. Il y a un corps, il y a une âme, et il y a au-dessus de cela, ou à l'intérieur de ceci, comme un cœur et un sommet, il y a un être, il y a une identité, il y a ce que l'on est fondamentalement. Appelons ça, pour employer un terme aussi d'une manière générale, esprit. Après, il y a toute une démarche qui est une démarche pour aller, une épopée, une aventure,
pour que chacun puisse essayer, s'il le désire, de s'approcher graduellement un petit peu plus de cet idéal. Et là, Bhagavad Gita est parmi tous les textes spirituels du patrimoine de l'humanité, un des textes importants, intéressants, parce que facile. Accessible, vous voulez dire. Oui, accessible et facile, Mhm. sauf si je dors. Ouais. Alors, si ma conscience spirituelle dort, ce qui est possible, ça va être du charabia, ça va être un truc qu'il faut mettre à la poubelle. Oui, ok. Ne le mettez pas à la poubelle, s'il vous plaît. Apportez-nous-le pour Apportez-le à notre l'école. bibliothèque. OK, il y a cette idée d'épopée, d'aventure, et on parle souvent de cette, dans plusieurs mythes. Je pense à Héraclès aussi, ou Hercule, c'est un peu la même idée de ces 12 travaux. Où, qu'est-ce que ces 12 travaux représentent, en fait, pour l'être humain? Pour prendre un exemple de plus gréco-romain avec Hercule, quelles sont ces étapes, en fait? De façon sommaire, c'est des pas ou des épreuves, ou qu'est-ce que ça nous dit sur nous en tant qu'être humain? Ce que cela nous dit, peut-être qu'on ne peut pas le toucher immédiatement. Par contre, ce que cela signifie, c'est une connaissance de l'être humain. Alors, quand on parle des 12 facettes, mettons, ou des 12 travaux, et dans d'autres mythes ou légendes, on a aussi un certain nombre de facettes qui constituent la démarche de l'humain. Ce que ça veut dire là, ça veut dire qu'il y a une connaissance de la complexité de l'être humain. Les 12 travaux, mettons, peuvent être compris comme étant une articulation dynamique entre divers êtres, divers degrés d'être qui existent dans l'être humain, diverses étapes qui existent en nous et que nous devons traverser de manière à pouvoir accéder à un certain résultat. Ça existe partout. C'est-à-dire, après, on peut en trouver une application dans n'importe quelle profession, dans n'importe quelle situation. On ne peut pas arriver, j'entre et j'arrive à la fin. Il y a toujours des étapes. Je prenais l'exemple de la cuisine, pareil. Si quelqu'un veut faire, même une poutine, hein, si quelqu'un veut faire la poutine, qui peut apparaître à peu près simple, quoi qu'on peut devenir, on peut y ajouter une esthétique. Il y a maintenant de multiples formules de poutine différentes, dont certaines valent beaucoup plus cher que les autres en fonction de ce qu'on y rajoute. Mais c'est ça, il y a des étapes. Là, les 12 travaux d'Héraclès, qu'on peut considérer exactement, oui, pourquoi pas, comme 12 épreuves, encore faut-il comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'épreuve, mais cela veut dire tout simplement qu'il y a une échelle. On est au sol ou au premier étage, on veut monter au deuxième, il faut prendre l'escalier. Et l'escalier n'est pas constitué d'une seule marche. Une seule marche entre le deuxième étage et le troisième étage, c'est un mur. Deux marches, ça devient une petite escalade. Il faut quand même en rajouter une dizaine de marches et ça devient un escalier que l'on peut gravir. Et quand on gravit un escalier, il y a des marches. Voilà, il y a des étapes. C'est ça que cela veut dire. Je me méfie de l'ésotérisme qui peut ressortir d'une façon trop immédiate de ces mythes qui desserrent la réalité de ce qui est enseigné. Ce sont des enseignements philosophiques, éthiques, métaphysiques, culturels, sociopolitiques et avec une certaine vision d'une philosophie de l'histoire. Ce sont des livres qui, s'ils ont la nature qui est la nature du mythe, c'est pour la raison que nous avons dit au préalable. L'être humain est être humain depuis très longtemps. Et il est arrivé comme être humain depuis très longtemps. Ce qui change, c'est pas ça. Ce qui change, c'est sa capacité, qui est le fruit de sa liberté, de se décider à devenir à chaque fois plus humain. C'est ça l'idée. On verra si vous m'invitez avec d'autres, je ne sais pas, pour quelque chose sur la Bhagavad Gita, on pourra toucher un petit peu plus cela, mais il faudra conseiller à ceux qui seraient intéressés d'avoir une petite idée de l'histoire. Ce serait bien Une de petite peut-être idée le de lire, l'histoire. d'avoir un résumé au préalable. Oui, je pense qu'ils peuvent le demander peut-être aussi à l'école de philosophie à la manière classique, Nouvelle Acropole, éventuellement. Une fiche. Mais vous, si on est un petit Arriver peu préparé, préparé, et tout à après, fait. ça devient plus intéressant, je Il peut y avoir pense. des questions, on peut aller plus en profondeur. Exactement. Bon, eh ben, on pourrait en parler encore longtemps, je pense, et puis il faudra venir à la fin du mois, le 30 avril, pour l'activité sur la Bhagavad Gita. Il y en aura une autre en
filmer sur Hercule. Et puis, de toute façon, on va continuer nos dialogues philosophiques comme ça, en entrevue. Donc, ben, je tiens à vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir cette opportunité de discuter avec vous comme ça, et puis d'en faire profiter les gens qui vont avoir la chance d'écouter l'entrevue, que ce soit en podcast ou en vidéo. Donc, merci beaucoup, Denis. Oui, ce fut et cela reste un plaisir pour moi, mais simplement je veux donc remercier l'opportunité par moi-même, mais aussi de dire que nous avons au sein de ce mouvement philosophique un bon nombre d'individus qui sont tous et toutes bien intéressantes aussi à entendre, hein, parce que c'est une école de vie. Donc c'est une école qui est faite d'expériences vitales réelles. Ben, on peut inviter les gens qui réécouteront l'enregistrement, qui est sur la page YouTube et sur le podcast. Il y aura plusieurs entrevues de différents philosophes de l'école. Apprenti philosophe, Apprentis nous philosophes. disons, histoire de rester humble. On est sur le chemin du C'est ça, philosophe. c'est ça, Voilà. vous avez bien dit. Donc, on essaie d'apprendre et puis d'appliquer surtout ce qu'on apprend. Et dès qu'on essaie, ben, on se rend compte que c'est pas si simple. Et puis que mais c'était tellement une belle aventure et on est tous très contents d'être ensemble et d'avancer ensemble sur le sens. J'en témoigne, j'en témoigne. Donc, merci beaucoup, Denis. Merci, Michel.